Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi ça va mieux, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Hein. On s'en sort, on est de nouveau reparti. Là, on va espérer que ça dure le plus longtemps possible et voilà, que ça se passe bien. Bref, qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? Petit résumé. J'avais fait un petit rangement de mon atelier cet été et tout ça, et j'avais trouvé pas mal de matos où je m'étais dit ça serait intéressant de les tester. L'intérêt en plus c'est que le matos est entamé et du coup j'ai déjà des choses à vous montrer. Je suis pas voilà donc voilà. Et du coup parmi tout ce que j'ai retrouvé ce petit bloc. J'ai retrouvé ce pinceau-là, et j'ai retrouvé surtout ce petit bloc de chez Anmul Sumi-E, je sais pas comment ça se prononce, bref. De quoi ça s'agit? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, c'est quoi les histoires? Alors, le Sumi-E, c'est donc une technique, si je dis pas de bêtises. Avant d'être un papier, c'est surtout une technique pour faire de la peinture japonaise, de l'estampe japonaise, j'ai envie de dire, mais je sais pas si j'utilise les bons termes, bref, pour faire un petit peu ce genre de rendu. Sumi, si je dis pas de bêtises, c'est encre, et eux, c'est, de ce que j'ai lu, c'est chemin ou peinture, et donc du coup, voilà. Toute cette technique-là va être intéressante parce que c'est un papier qui va être super absorbant, où chaque trait va être marqué, vous pourrez pas effacer ce que vous avez fait, donc ça va vous demander d'être un petit peu, comment dire, d'arriver à maîtriser votre trait d'un côté, ou de l'autre côté, et c'est surtout ce côté-là qui va être le plus important, d'accepter votre trait. Et après, voilà, d'apprendre à le maîtriser, ça va être un espèce d'équilibre entre les deux, c'est ça qui va être intéressant. Moi, je l'ai utilisé, mais de manière non conventionnelle, hein, comme la plupart des choses que j'utilise. Moi, je me suis pas parti dans des effets de ce type-là, un peu bambou et tout ça. Par contre, j'aimais bien la technique du papier, donc j'ai fait beaucoup de nus à l'époque avec. Donc ces dessins, ils sont très vieux, hein. Ils datent de l'époque où j'étais en fac d'art plastique et tout ça, donc du coup très vieux. Mais du coup voilà, j'ai fait un petit peu ça avec. J'ai utilisé de l'aquarelle dessus et je trouvais que le résultat était assez intéressant. Surtout, je commençais déjà en fait à travailler un petit peu je vais y arriver. Le papier en faisant des superpositions de couches. Et je pense que ça a commencé un petit peu là, mon truc un peu de dire qu'il faut arrêter de gommer. Et en fait, il faut accepter son trait et superposer les couches. Et c'est ça qui va être intéressant parce que si vous gommez tout et que vous obtenez comment on dit ça? Un trait super fin, super nickel, hyper propre et tout ça, c'est super intéressant. Je trouve ça très joli aussi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, moi de mon côté, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir vraiment toute la construction et de pouvoir voir les différentes strates, les différentes couches que vous avez pu mettre. Donc je trouve ça plus intéressant de ce côté-là. Donc voilà. Oui, et donc du coup, je trouvais ça super intéressant à utiliser dans cette idée-là, en termes d'acceptation de son trait. Alors souvent, en fait, il y a des choses plus ou moins réussies, hein, bien sûr, mais souvent, quand vous vous intéressez un petit peu à cette technique-là, souvent on va mettre ça en avant, on va dire que voilà, c'est un espèce de, faut mettre en avant votre rapport à la peinture, c'est un moment zen, un moment calme, vous allez faire votre encre, vous allez travailler, et chaque geste va être maîtrisé, va être voulu, forcément, puisque chaque geste est entre guillemets définitif, c'est-à-dire que vous allez avoir la moindre petite couche assez légère va être quand même marquée sur le motif. Donc du coup, forcément, chaque geste va être important. Mais on peut reprendre le problème à l'envers et se dire que bien sûr que chaque geste est important. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de commencer par des couches très légères, très fines, qui vont se voir à peine et qui vont aider vraiment à construire le dessin. Et après, on va construire par-dessus. Et ce qui va être sympa, c'est que là où potentiellement j'aurais eu que les traits noirs avec quelques couches de couleurs et tout ça, là j'ai tout un truc qui se crée. Forcément, plus on va mettre d'eau, plus ça va être, vous allez avoir cet effet un petit peu diffus, et plus vous allez être dans une peinture un peu sèche, sèche. Tout simplement, en fait, plus vous allez pouvoir jouer sur le trait en lui-même et avoir des choses assez fines. Donc c'est un papier super intéressant pour ça, et c'est une technique super intéressante à essayer, sans forcément rentrer dans ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de technique, quoi. D'avoir des cerisiers, des oiseaux, des bambous qui vont être faits de manière très épurée. Ce qui est sympa, hein, Putain, vous voyez, mon bloc est tellement vieux que du coup il a tendance à... tout se détache. Entre chaque feuille, vous avez une petite feuille de protection.
Alors, c'est pas du papier cristal, hein, c'est une feuille, ça doit être un genre de papier barrière ou un truc comme ça, je pense, quand même, pour pouvoir conserver bien le truc. Donc, le bloc est assez bien fait de ce côté-là. Et donc, c'est chez Admul, j'avais oublié de dire. Et surtout, c'est censé être du papier de riz. Le papier pour la technique du Sumi-e, Sumi-i, c'est censé être du papier de riz parce qu'on va avoir quelque chose, en effet, qui va fort absorber, comme un espèce de mouchoir, mais qui va pouvoir se maîtriser un petit peu, quand même. Donc, après, là, le problème, c'est que pour avoir essayé de me renseigner, pas très français cette phrase que je viens de faire, mais du coup j'ai pas trouvé la composition du papier, donc soit c'est vraiment du papier de riz, soit ils ont trouvé un espèce d'amalgame pour pouvoir faire ce genre d'effet. Et c'est marrant parce que même à l'envers l'effet est intéressant, quoi, l'effet est sympa. Donc on va continuer là-dedans, hein. On va pas faire un nu, on va se faire un petit dessin tranquillou, mais du coup voilà, c'était pour vous montrer surtout la technique. Donc là, ce que j'ai utilisé pour tout ça, c'est de l'aquarelle en première couche. J'ai utilisé par-dessus, j'ai déjà travaillé mon aquarelle pour avoir des couches beaucoup plus saturées. Et à la fin, en fait, je suis revenu avec de l'encre de Chine noire et je pense que j'ai carrément utilisé de la peinture blanche, hein, pour faire des petits effets de ce type-là. Donc c'est pas du tout, voilà, certainement que quelqu'un qui est à fond là-dedans, dans cette technique-là, va regarder ça un petit peu avec horreur et va se demander un petit peu ce que j'ai fait, mais voilà. Voilà. Écoutez, ça c'est un papier de protection, ça aussi, j'aimerais bien retourner sur un papier normal. Ah mais j'en ai encore là, j'avais pas vu. Après, ce qui va être intéressant, c'est le pinceau que vous allez utiliser, qui peut être potentiellement intéressant. Moi, pour ce type de technique, si vous devez choisir qu'un seul pinceau, je conseillerais le poil de chèvre. Pourquoi le poil de chèvre? Parce que du coup, déjà, c'est un pinceau qu'on retrouve la plupart du temps en calligraphie. Donc, c'est le pinceau, pas officiel, mais voilà, c'est le pinceau qui est le plus utilisé dans cette technique. Pourquoi? Parce que poil de chèvre, en fait, ça va fonctionner un peu comme un petit gris en aquarelle. Donc, généralement, c'est un mouilleur un peu de ce type-là, à mon avis. Alors là, j'ai pas de précision sur ce pinceau-là que j'ai retrouvé dans mon atelier. Mais je pense que c'est du poil de chèvre, vu la tête, vu le type de poil. Et vu au toucher, on a quelque chose d'assez rêche. Le poil de chèvre, ce qui va être intéressant, c'est que c'est assez rêche quand même. Donc on va pouvoir, à mon avis, on va tester, on va essayer de tout faire avec ce pinceau-là. On va pouvoir avoir quelque chose, un rendu, quand le pinceau est assez asséché, un rendu assez vif et assez fin. Et en même temps, quand il est bien imbibé d'eau, il va plus se rapprocher du petit gris, dans le sens où il va du coup s'imbiber d'eau et avoir quelque chose de plus doux, à mon avis, quand on va l'utiliser. Donc voilà, donc je pense que ça pourra être intéressant à l'utilisation. Et je pense que c'était le dernier que j'avais fait. Et là, on réattaque. On va se faire une première page vraiment à l'arrache, comme ça. Je dis une bêtise parce que je dis vous avez une page de protection, mais c'est une page de protection aussi en dessous pour éviter de tacher les feuilles du dessous aussi, forcément. On va se faire des petits essais là-dessus, parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé sur ce type de papier, et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. La plupart du temps, vous pouvez utiliser des encres, hein, des encres liquides. L'idée, c'est que du coup, avec par exemple de l'encre de Chine ou ce genre de choses, vous allez la diluer à l'eau pour avoir une espèce de jus très très clair au début. Enfin, moi, je le conçois de cette manière-là, un jus très très clair au début pour faire la forme de ce que vous allez dessiner, donc quelque chose entre guillemets d'assez grossier, mais quand même en effet d'un petit peu maîtrisé, hein, sinon ça va pas. Et du coup, vous allez noircir au fur et à mesure. L'idée normalement c'est ça, hein. L'idée c'est que vous allez aller vers quelque chose de plus en plus saturé au niveau de la couleur, donc de plus en plus noir en ce qui concerne l'encre de Chine, et du coup de plus en plus sec, avec de moins en moins d'eau, ce qui est logique parce que du coup vous allez rendre votre couleur opaque, donc vous allez utiliser plus de couleur que d'eau, logiquement. Et du coup, vous allez arriver à quelque chose d'assez au final. Il est bien épais celui-là. On va voir, ça va être marrant. Ça va être marrant à utiliser. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Si j'arrive à travailler en finesse ou pas avec ça, ça va être rigolo. Donc dans un premier temps, vous pouvez utiliser des encres, ça vous évite de passer un petit peu de temps. Après, ce qui est intéressant dans cette technique-là, c'est d'avoir du bâtonnet d'encre pour le côté un petit peu zen, calme, se mettre un petit peu dans des conditions optimales pour pouvoir commencer à travailler. Parce que vu que vous allez devoir un peu assurer chacun de vos traits, il vaut mieux être dans quelque chose de lent, de calme, de paisible. Mais vous pouvez le faire un petit peu comme vous avez envie. Et moi, c'est un peu ce que je veux vous montrer là, c'est que vous n'êtes pas obligé de... En fait, ce que j'essaye de vous montrer, qu'est-ce que j'essaye de vous montrer? N'ayez pas peur de machin. N'ayez pas peur de vous lancer et surtout...
vous n'êtes pas obligé d'utiliser que ce soit de l'aquarelle, que ce soit de la gouache, que ce soit de l'huile. Bien sûr, vous allez avoir des contraintes d'utilisation. L'huile, vous pouvez pas l'utiliser à l'eau, vous allez être obligé d'avoir un médium, un liant gras ou en essence pour pouvoir l'utiliser. Donc vous avez forcément ces contraintes-là, bien sûr. Mais après, une fois que une fois que vous connaissez les contraintes de base, rien ne vous empêche de faire un petit peu le truc à votre sauce, et c'est ça qui peut être le plus intéressant, parce que c'est comme ça que vous allez potentiellement trouver votre technique, votre style, ce qui vous correspond le plus. Après, je comprends que ce soit hyper rassurant de suivre un peu un chemin qui est déjà tracé, quoi, de suivre un peu le chemin qui a déjà été emprunté par plein de personnes, et de se dire bon là voilà, c'est rassurant. Mais des fois, si vous pouvez dévier et puis aller prendre un petit chemin broussailleux, voilà, que vous savez pas où ça va vous mener, ça peut être intéressant aussi. Voilà, petite métaphore petite métaphore du jour. J'allais vous dire autre chose, mais je ne m'en rappelle plus, ça va me revenir. On va dessiner du Porco Rosso. Je vais pas vous montrer la référence, j'ai une référence qui est juste par là, mais j'ai tout mis de telle manière que si je bouge, déjà j'espère que ça va pas se casser la gueule pendant la vidéo, mais du coup j'ai tout mis sur le côté, donc du coup... j'ai une petite référence hein, pour vous expliquer que je le fais pas de tête, hein, même si... mais du coup, on va voir un peu ce qu'on en fait, on va voir un petit peu si on la suit à la lettre, on va voir un petit peu... Voilà. Sentez-vous libre d'interpréter la chose comme vous voulez, comme vous devez aussi vous sentir libre, quelque part, d'utiliser un outil comme vous avez envie d'utiliser, tout simplement. Oui, j'ai pas précisé du coup là pour j'ai hésité à utiliser de l'encre noire vraiment pour rester sur quelque chose de basique et du coup je vais utiliser les Kuretake, donc c'est Gansai Tambi. C'est de la peinture japonaise qui s'apparente un petit peu à de l'aquarelle, mais qui n'en est pas. On va plus se rapprocher d'une espèce de gouache acrylique parce que vous avez un rendu satiné, dû au fait que les pigments sont liés à de la colle de poisson majoritairement, avec d'autres choses, mais principalement, si j'ai bien suivi, de la colle de poisson. Et du coup, vous avez une peinture qui va se diluer un petit peu à la manière de l'aquarelle, mais qui peut vite être très opaque. Donc, je pense que ça va être intéressant en termes de rendu, en termes de rendu sur ce type de papier. Nous allons voir ça tout de suite. Tout de suite. On va juste faire un petit test pour l'instant. Tiens, on va prendre le violet, on va pas se casser la tête. Je vais réactiver le violet qui est juste ici. Et pour l'instant, on va juste s'amuser un petit peu et après on fera un petit dessin. Alors déjà, il faut que je nettoie un peu mon pinceau parce qu'il est un peu sale. Le truc, c'est de rattraper une pointe. Hein. Vous voyez, voilà. Plus vous allez mettre d'eau, plus vous allez avoir quelque chose qui va être hyper diffus. Donc là, je suis quand même bien imbibé d'eau. Hein. Vous allez avoir quelque chose d'hyper diffus. Je vais juste essayer de... Alors attendez, hop. Je dois avoir un petit vaporisateur juste ici. Voilà, très bien. On va se réactiver tout ça. Comme ça, le temps que je fais mes petits tests. Attention, ça a failli tomber. Hop. Ça se réactive et puis on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions juste après. Alors pour le coup, ce pinceau-là, je l'ai pas trop pratiqué. Vous voyez le bazar. Donc c'est à mon avis, vu la tronche, c'est un pinceau à calligraphie, ça c'est sûr. Et moi, comme j'aime bien, j'allais dire détourner. Bon, je passe de calligraphie à dessin, c'est pas un grand détournement, n'est-ce pas? Enfin, n'en déplaise à Zanovicius. Et n'importe quoi. Vous voyez, et plus vous allez repartir. Alors après, en fait, tout c'est une histoire de maîtrise et puis de se servir du pinceau au bon moment. Parce que là, je pense que, voilà, déjà là, on peut rattraper des choses un peu plus fines. Ce qui va jouer aussi beaucoup, forcément, c'est la vivacité. C'est pour ça qu'on parle aussi de maîtrise, hein, forcément. C'est l'agilité et la vivacité avec laquelle, c'est certainement pas les bons mots que j'utilise, mais vous voyez où je veux en venir, avec laquelle vous allez tracer vos traits. C'est ça qui va être intéressant. Parce que forcément, si vous faites un trait léger comme ça, vous allez avoir du mal à récupérer de la finesse parce que ça va très vite s'imbiber. Et plus vous allez faire rapidement, plus forcément ça va être léger au niveau du trait, mais plus vous allez récupérer quelque chose de sec. Et puis, ce qui va être très intéressant, vous allez pouvoir jouer avec le grain du papier, qui est quand même un peu particulier, pour avoir des trucs un peu freinés, quoi, au niveau du rendu.
Et après, ce qui va être très intéressant, c'est de faire de la superposition avec tout ça. Alors, je me rappelais plus si j'attendais que les couches soient sèches ou pas. J'espère pas, parce que sinon la vidéo va prendre des plombes. Donc, on va le faire quand même à l'arrache comme ça. Et logiquement, on va rester sur le violet. Si je repars sur une teinte un peu plus, hop, voilà, un peu plus chargée. Voilà, ce qui va être super intéressant aussi, c'est comme le papier diffuse, mais en même temps conserve un petit peu le pigment, vous allez avoir des espèces de nuances dans le trait de pinceau que vous allez donner. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Vous pouvez avoir pas mal de choses. Donc en effet, ça peut être super intéressant à maîtriser, mais ça peut être aussi super intéressant de se donner un petit peu de liberté dans le trait et ne pas avoir peur. Putain, vous avez vu la gueule du pinceau quand même. Je pense que c'est du chèvre, hein, vu le machin. Et je pense pour des gens voilà, qui sont un petit peu en blocage un peu artistique et tout ça, ça peut être un bon truc, ça peut être une bonne, je vais dire une bonne thérapie, le mot est un peu fort, mais un bon truc pour essayer de libérer un petit peu de cette crispation qu'on peut avoir quand on dessine. Voilà, de se dire ah non, je vais pas faire ce trait là parce que voilà. Moi le numérique, pour le coup, le fait de travailler sur tablette et tout ça m'a pas mal libéré par rapport à ça, parce que je me suis dit je gâche rien, je gâche un peu d'électricité, c'est tout ce que je gâche quand je travaille en numérique. Je gâche pas de papier, je gâche pas d'encre, je gâche pas de peinture. Donc moi, le numérique m'a beaucoup la tablette en tout cas m'a beaucoup aidé sur ce principe là. Quand je sens que je peux avoir un petit blocage, ce qui arrive quand même assez rarement, parce que bizarrement j'ai pas trop ce genre de choses. Tiens, on n'a pas fait de la superposition de couleurs, juste pour voir. J'ai y arrivé, le numérique, voilà, le numérique m'a beaucoup aidé là-dedans. Mais après, je me dis, pour quelqu'un qui veut rester dans du traditionnel, je pense que le Sumi-I peut être intéressant. Après, je me suis pas renseigné sur le prix du bloc. Je pense qu'il est quand même dans les 12-13 euros, un truc comme ça, je pense. Donc après, ça peut faire cher, ça peut faire cher. Si vous vous en servez un peu comme un brouillon, ça peut faire un peu cher, quoi. Je me demande si le jaune, est-ce qu'on peut, si je l'utilise de manière assez sèche, qu'est-ce que ça donne? Ah, on peut quand même faire une petite superposition. Surtout que là, il est encore bien imbibé. Il va falloir que je trouve un moyen de la sécher. Il me faudrait un autre petit mouchoir parce que... Ouais, on peut quand même faire des petites superpositions de lumière et tout ça, ça va être intéressant. Bon, écoutez, on va se lancer. Moi, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. On peut se faire juste aller un dernier truc avec une couleur bien foncée, bien chargée, juste pour histoire de finir la feuille aussi. Après, ça peut être intéressant d'obtenir une espèce de maîtrise là-dedans, hein. D'ailleurs, si on se lance un peu dans les joyeusetés là. Ça peut être sympa de travailler aussi en frein comme ça. Ce qui va être intéressant, c'est en fonction de la référence que vous allez prendre, c'est réussir à déterminer des zones pleines et des zones vides. Parce que c'est ça qui va être vraiment intéressant avec cette technique-là. C'est de pouvoir travailler, de pouvoir simplifier en fait. De pouvoir simplifier la référence que vous avez en face de vous. Vous voyez, en quelques traits comme ça peut être sympa. Je me dis, ce qui est vachement intéressant avec cette technique, c'est que on va rapidement obtenir quelque chose, quoi. C'est quand même ça qui est super intéressant. Après, bien sûr, voilà, quand on a vraiment la maîtrise flûte. Des grands maîtres de ça et tout ça, c'est aussi super intéressant. Et ce qui va être sympa aussi, c'est que du coup, si vous le travaillez de manière vraiment traditionnelle, de faire voilà des arbres, des fleurs, des oiseaux, ce genre de choses, ça va vous donner aussi des patterns. Ça peut être sympa. Ça va vous donner des choses où vous êtes à peu près sûr vous savez comment, voilà, vous allez savoir très rapidement comment réaliser tel
tel arbre, tel oiseau, comment commencer. Vous allez avoir des espèces d'automatismes qui vont se faire. Et du coup, ça peut avoir son intérêt. Ça peut avoir son intérêt dans cet esprit-là, pour pouvoir justement vous concentrer sur le trait et ne plus vous concentrer sur alors attendez, comment on va faire tel ou tel... Voilà, on le voit même pas à l'écran, je suis désolé, je l'avais pas vu. Tel ou tel objet, voilà, outil, tout ça. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez soit le faire, comme on va le faire juste après, du plus clair au plus foncé. Mais là, par exemple, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est justement de diluer un petit peu, voilà, le peu de peinture que vous avez encore sur le pinceau. Et si je vous dis pas de bêtises, vous allez pouvoir travailler une espèce de mi-teinte, quoi. De demi-teinte un peu plus légère. Bon, là, j'ai encore un petit peu beaucoup de... pouvoir travailler une petite ombre. Donc, ça va être intéressant parce que ouais, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser de plusieurs manières. Voilà. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Vous voyez un peu l'idée du truc. Allez, on va attaquer le vif du sujet. Hop. Logiquement, ça devrait être un test assez rapide, hein, parce que justement, on va pas y passer des heures non plus. Mais on va essayer de détailler ça au maximum. Donc c'est cette référence-là que j'ai, hein, de Porco Rosso. On va reprendre la même, on va pas se casser la tête. Ça pourrait être intéressant justement de faire un comparatif, si j'y arrive, entre ça et puis le truc un peu plus poussé que je vais faire, et voir ce qui est le plus intéressant, parce que des fois, l'esquisse comme ça peut potentiellement être plus intéressante que le résultat final sur lequel on passe des heures. Bref, allons-y, hop. Vous voyez, heureusement qu'il y a la feuille de protection, j'espère que ça pas... Oh, je suis un peu passé au travers, mais ça va. Ça va. Alors, moi je m'étais dit que ce serait intéressant de partir sur une base forcément claire, et partir sur une base un peu... peut-être reprendre cette teinte-là, de manière assez légère, et venir la retravailler par-dessus. Je pense que ça peut être sympa de commencer avec ça. Je vais juste la... J'allais dire la noircir un petit peu, c'est pas le bon mot, mais là... Voilà, la travailler un peu pour avoir une espèce de teinte générale un peu jaune. Allons-y les amis, allons-y. Là je suis bien blindé d'eau là, donc je me dis pour une première couche, ça va être intéressant. C'est parti. Je vais pas commencer comme j'ai commencé tout à l'heure, parce que j'ai juste un truc à faire au-dessus, qu'on va placer juste ici. Alors j'ai la référence en biais, donc j'essaie d'y voir à peu près clair, mais... Et justement, je commence avec quelque chose d'assez foncé. Ça peut être intéressant quand vous avez le pinceau qui est déjà bien imbibé, de commencer par quelque chose de... par une zone pleine, quoi. Une zone pleine sur laquelle... Commencez pas, quand vous avez le pinceau qui est complètement imbibé de flotte, commencez pas forcément par du détail, quoi. C'est un peu l'idée, c'est que là, il va falloir y aller de manière... en essayant d'y voir juste de l'ombre et de la lumière, et faire quasiment que les ombres, de manière un peu grossière, hein, c'est pas grave si vous débordez, c'est pas grave. De toute façon, ça va diffuser, donc vous allez forcément déborder. Il faut partir de ce principe-là, faut pas oublier. Ça va forcément déborder. Donc là, l'idée, c'est qu'on pose, voilà, on pose des repères. Hein. On se tracasse pas, on s'embête pas. Alors, dans la mesure du possible, faut essayer d'y voir quand même quelque chose à la fin, quoi. Hein. Ça serait quand même mieux. J'essaie surtout de remettre le pinceau bien. C'est rigolo de peindre avec ça. Hein. C'est rendu quand même assez déroutant. Là, je fais un peu tout de la même couleur pour le croquis de base. Après, on va venir faire peut-être quelques couches de couleurs différentes, histoire de pas avoir un truc monochrome, quoi, trop homogène. Et puis après, on reviendra avec peut-être... Alors, une couche plus foncée sûre, peut-être 2 couches pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment chargé à la fin. On va voir comment on s'organise. Vous voyez, au final, même avec un gros pinceau comme ça, on peut quand même réussir à faire un petit peu de détail.
Et là, je lui ai fait une joue qui est beaucoup plus grosse que ce qu'il a réellement, mais c'est pas bien grave. C'est un premier jet, on va venir affiner tout ça par la suite. Je vais essayer de faire des traits pas trop gros non plus, parce que sinon je vais commencer à faire la partie remplissage, et c'est pas le but. Ce n'est point le but. Ce qui va être vachement intéressant avec ce type de pinceau, et on retrouve la même chose avec le petit gris, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on tient des plombes, quoi, avec. Tant qu'on n'est pas... tant que voilà, moi je le remouille surtout pour mettre bien la pointe. Mis à part ça, en fait, on fait ce qu'on veut avec. Hein. Enfin, on fait ce qu'on veut. On tient des plombes avec, c'est ça qui est intéressant. Alors, je vois rien sur sa main, là, mais ça a l'air de faire un truc comme ça. Des fois, ça peut être sympa si vous avez la sensation d'un peu trop copier la référence voilà, dont vous vous servez pour dessiner. Ça peut être sympa justement de l'avoir un peu, de pas réussir à bien la voir, soit de la mettre très très loin, soit de l'avoir un petit peu penchée comme moi je l'ai en ce moment. Parce que du coup, ce qui va être intéressant, c'est que ça va vous obliger forcément à vous détacher, parce que vous n'arriverez pas à rendre exactement le rendu que vous voulez, à avoir la perfection de la référence. Donc si vous avez du mal à vous détacher de certains... comme moi j'ai l'impression que j'ai ça. Moi j'ai l'impression que je peux facilement... alors pas copier à l'identique, mais je peux facilement me dire « Ah ouais mais non, mais je peux pas me permettre de faire ça parce que le personnage il est comme ça, donc on va respecter un petit peu le personnage quand même. » Alors que ce qui est intéressant, c'est de donner sa version, quitte à changer complètement le truc, quoi. Mais du coup, voilà, du coup je me dis ça peut être intéressant de l'avoir en biais, parce que là par exemple, bah, je peux pas tout respecter, quoi. Je ne peux pas tout respecter. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de faire surtout ce qui est au premier plan et de venir au fur et à mesure faire l'arrière-plan. Ce qui est logique hein, quand on y réfléchit, mais des fois au dessin, on n'y pense pas forcément. Alors là, il faut que je fasse le fil du téléphone, ça fait un truc un peu comme ça. Moi, des fois aussi, bizarrement, ça m'aide de faire le trait sans le faire, en fait. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Mais moi, ça va m'aider dans le sens où là, je le vois. Là, j'ai le trait, donc je sais que plus je le fais, plus je vais être... je vais avoir une facilité. Hop. Je vais avoir une facilité à le faire après, en fait, comme si j'avais une espèce de persistance rétinienne au niveau du geste. Je sais pas si persistance rétinienne, c'est le bon mot. Bref, vous m'avez compris. Alors là, par contre, je commence à être un petit peu sec, on va le remouiller un petit peu. Bon, au final, j'ai dit que j'allais garder juste faire les traits pour pouvoir faire du remplissage après. Mais en fait, là, j'ai déjà fait du remplissage. Donc on va voir, on va se débrouiller avec ça. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Mais ouais, voilà, l'idée c'est ça aussi, je voulais revenir là-dessus parce que je me suis, comme ça fait longtemps que je l'ai pas travaillé ce papier, je me suis renseigné un petit peu, j'ai été voir quelques sites, j'ai été voir des vidéos, et souvent, voilà, il y a une espèce de truc qui m'embête un peu dans tout ce qui est artistique et tout ça, c'est que c'est cette espèce j'ai envie de dire injonction, c'est peut-être pas une injonction, mais cette espèce de truc où on a l'impression qu'il y a une seule méthode, quoi. Faut utiliser l'outil, le papier de cette manière-là, et puis c'est tout, quoi. Faut pas, on peut pas jouer un petit peu comme on a envie avec. Et moi, j'essaye de me battre un petit peu contre ça, parce que tout ce que j'ai testé depuis que j'ai commencé à dessiner, c'est-à-dire vers 12-13 ans, j'ai commencé à faire de l'huile, et je savais pas du tout comment utiliser l'huile. Donc forcément, c'est comme je vous disais au début, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'il fallait pour l'huile. Mais au bout d'un moment, voilà quoi, au bout d'un moment, j'ai fait, bah voilà, maintenant que j'ai compris un petit peu les bases, j'ai envie d'expérimenter le truc à ma sauce et de plus être comme une impression d'avoir le truc un peu biaisé, quoi. Parce qu'à force de lire, on va s'imprégner un petit peu d'une méthode, d'un artiste qu'on aime bien. Moi, ça c'est mon problème, d'un artiste qu'on aime bien ou ce genre de choses. Et du coup, après, on va se dire, bah non, je peux pas faire ça parce que lui, il le fait pas comme ça. Et donc l'idée, c'est de réussir. C'est pour ma part de véhiculer un peu ce truc une fois que vous avez la base, que vous savez la base de l'outil et que utilisez-le comme vous avez envie en fait. Faites le truc vraiment à votre sauce, faites-vous plaisir.
Si vous sentez qu'une méthode ne vous va pas, que vous n'y arrivez pas, changez de méthode. Changez de méthode. Tant que vous bousillez pas le matériel, je vois pas trop où est le souci en fait. Alors par contre, j'ai un petit truc à faire au-dessus, mais je le vois pas très bien. Bref, hein. Voilà, là on a l'espèce, j'allais dire. On a le croquis de base. Hop, si je fais pas la fin du bras, ça va pas aller. On a le croquis de base. Là-dessus, on va rajouter des petites teintes. Je vais faire la teinte du fond. Il y a un espèce, le beige, il part un peu dans du vert. Du coup, ça va être très bien parce que mon beige, il est déjà là. J'ai juste à mettre, hop, une petite couche de vert beige. Je pense que là, encore un petit peu. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Juste pour faire le fond. Alors ouais, par contre, voilà, forcément, ne vous attendez pas à un rendu homogène, nickel, si c'est ce que vous recherchez. Oui, là, vous l'obtiendrez pas, ça c'est sûr. Va falloir jouer sur la touche, va falloir jouer sur le coup de pinceau, sur ce genre de choses, quoi. Mais si vous voulez quelque chose de net, ouais, c'est pas le bon papier, quoi, c'est sûr. Mais vous pouvez, parce que souvent, ils disaient ça, ils disaient que dans la pratique la pratique du sumi i, sumi e et tout ça, il faut laisser du blanc parce que le blanc, alors c'est tout un truc. Je comprends, hein, je comprends le message. Il disait quoi? Il disait que le blanc c'était alors je sais plus ce qu'il disait exactement, mais que voilà que ça avait une signification pour le pain. Donc oui, si on veut faire entre guillemets le truc dans les règles de l'art, oui, bien sûr. Ouais. Après, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié cette partie-là. Oui. Vous voyez, moi j'oublie des trucs et tout ça. C'est bon. On n'est pas là pour souffrir, ok? Et qui? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il est quand même fort, forcément, il a un habit assez clair, hein, donc... ce que petit 1, 2, 3. J'ai essayé de dire quelque chose, j'ai pas réussi. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être laisser le chapeau blanc. En tout cas, ça va rester blanc, ça c'est sûr. Alors soit je fais quelque chose de très léger au niveau du chapeau, et que je vais noircir, on va faire ça. On va essayer de faire ça. Je sais pas si c'est possible d'avoir quelque chose... Je vais l'assécher un petit peu. On va faire un test avec ça, d'avoir vraiment un jus très très léger. Dans un premier temps. Ensuite, on va mettre légèrement un petit peu d'orange. Trop d'orange. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus saturé. C'est pas la couleur de base hein, du costume, mais bon, je vais peut-être la jaunir un tout petit peu. Un tout petit peu, je l'ai bien jauni là. Mais ouais, je voudrais surtout un jaune, un beige un peu plus saturé, quoi. Je voulais surtout ça. Ce qu'il faut, c'est pas attendre. Si vous voulez faire un truc un peu homogène, il faut pas attendre que ça sèche, en fait. Faut tout de suite y aller, quoi. Faut tout de suite y aller. Et ne pas attendre. Bon, voilà. On va, garder la même teinte pour faire un peu la peau. On va voir quelque chose d'un peu plus rosé. Si on y arrive. Je vous explique tout un truc, là, mais si ça se trouve, je vais me foirer. Hein. Le risque, c'est que j'y vois plus rien, quoi, au bout d'un moment. Ça, c'est le risque, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, logiquement, on devrait s'en sortir. Voilà, bon, on y est quasiment. Ah, j'ai oublié la ceinture. Ah, j'ai oublié la ceinture et la manche.
J'ai fait n'importe quoi. Heureusement, il me reste un fond de couleur. Là, ça devrait aller. On va réussir à se débrouiller avec ça. Voilà. Là, ça commence à être le bordel. Donc, on va s'arrêter niveau teinte. Je vais juste noircir certains endroits. Il faut que je fasse ces lunettes aussi. Et on va s'arrêter là pour pas trop exagérer non plus, hein. Et puis on va bien assécher le pinceau pour commencer à faire une première couche de foncé. Et on verra si on en fait une deuxième ou pas. Peut-être une, ça suffira. On va voir. On va voir, on va voir. Oui, j'avais dit. J'avais dit. Mon mouchoir, c'est de la flotte. Hein. Imbibé de flotte. Allez. Quand même bien travailler, même si on essaye d'être pas trop chargé en eau, de bien travailler le pigment pour pas avoir quelque chose qui va mal se diluer et avoir une couche, un premier trait qui est hyper foncé et puis le reste assez léger. Voilà, c'est bien. Alors, hop. C'est de réussir à conserver quelque chose de fin qui va finir par être compliqué, là. Bon bah écoutez, voilà. On va faire le plus foncé. Je pense que je vais faire qu'une couche parce que je pense que si je refais une seconde couche de foncé, ça va être bordélique. Déjà là, ça commence à être un peu intéressant. Donc si j'arrive à rester léger sur, voilà, à avoir quelque chose de bien foncé, mais d'arriver à rester léger sur le nombre de traits, je pense qu'on peut obtenir quelque chose d'intéressant. Mais par contre, je veux vraiment quelque chose de bien saturé. Et si possible, une belle pointe. Si possible. Voilà, ça c'est pas mal. Et du coup, on va démarrer sur un truc où c'est pas bien grave. Si je me foire... C'est encore un peu imbibé de flotte, mais c'est pas mal. C'est pas mal, on va y arriver. Hop. Enfin, on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver. Bon, désolé pour... les klaxons et ce genre de choses, je sais pas ce qui se passe, mais ça... Putain, je réfléchis toujours à mon truc de... pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais un petit peu sur YouTube, je réfléchis toujours à mon... à un dispositif pour faire du sketch à l'extérieur, tout ça. Ah, voilà, je me disais bien qu'il y avait un poil qui gênait. Et je me dis que des gros godets comme ça, c'est quand même pas mal, parce qu'en fait, ça fait à la fois, sauf quand ils sont vraiment remplis, mais si je les remplis moi au tube, en fait, ça va faire à la fois, je peux faire une partie flûte peinture, peinture opaque, et puis l'autre côté, je peux le laisser blanc pour faire justement je vais y arriver, une palette, quoi. Après, ce qui va être embêtant, c'est pour les mélanges, mais je faisais ça, il faut que je... Ouais, désolé, je réfléchis en même temps que... Hein. Faites pas attention. Ouh oui, là, il est bien noir. Bien noir. Bien foncé. Une belle teinte bien chargée, là, on est bien. Pas que j'en abuse trop, sinon ça va gâcher un petit peu le... tout le trait. Ce qui est sympa aussi, c'est que de la même manière qu'un papier aquarelle, en fait, en fonction du temps de séchage du papier, vous allez avoir quelque chose de plus ou moins diffus. Tiens, là, je vais noircir quand même. Et du coup, c'est intéressant d'essayer de jouer avec ça, quoi, d'essayer de jouer avec le côté frais, en fait, le côté frais du papier, d'essayer de se dire, bah là, je vais être sur du sec. Donc, au bout d'un moment, on sait à peu près, hein, on finit par savoir à peu près ce qu'on peut faire sur
sur telle partie du papier, à force de pratiquer. Ce qui est pas mal aussi, c'est que même si le papier n'est pas encore complètement sec, on peut poser quand même sa main. Parce que le papier est tellement absorbant que vous n'allez pas récupérer forcément du pigment sur votre main, comme avec un papier aquarelle. Le papier reste frais en intérieur, mais vous n'avez pas de surface humide en fait. Je sais pas si vous voyez, vous n'avez pas de flaque, voilà, vous pouvez pas avoir de flaque sur ce type de papier. C'est vraiment comme si vous utilisiez du mouchoir ou ce genre de choses, quoi. C'est très compliqué de, voilà, il faut vraiment le blinder de flotte pour avoir quelque chose de fort aqueux. Ce qui est intéressant aussi, c'est du coup, on cherche la précision tout en sachant que on l'aura pas. Et du coup, on essaye d'être le plus précis possible, quoi. Vous voyez, ça arrive tout doucement. On y arrive tout doucement, mais sûrement. Après aussi, si vous avez une espèce de discontinuité dans le trait, ne cherchez pas à avoir un trait plein, hein. C'est justement ça qui est intéressant. C'est d'avoir cette espèce de discontinuité qui donne un peu du caractère à votre trait, quoi. Donc oui, pour les amoureux du micron, pour les amoureux de la pointe calibrée, des rotrings et tout ça, là, c'est pas le bon trip, clairement, mais je pense que ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour contraster avec ce avec quoi on a l'habitude de travailler, dans le cas où on travaille beaucoup avec des microns, des feutres à alcool, ce genre de choses. Ça peut potentiellement être intéressant. Allez, on va pas tarder à arrêter. Hop. Je finis juste cette couche-là. Et après, bien sûr, moi, je bosse avec ce type de pinceau, mais je pense que, par exemple, si vous voulez plus de précision, si vous bossez avec de la martre ou du synthétique, ça peut être plus intéressant. Là, je me mets... j'allais dire, je me mets des contraintes, oui et non. J'aime bien travailler de cette manière-là. Mais ça dépend ce qu'on cherche, quoi. Si vous cherchez, si vous voulez juste tester le papier en restant dans quelque chose d'un peu maîtrisé et tout ça, ouais, partez là-dessus, partez sur sur ce type. Voilà, ça j'adore. Il est sympa, hein, en double pointe comme ça, c'est fort joli, hein, j'aime bien. Mais si vous voulez vraiment vous dépayser, voilà, c'était le mot que je cherchais, si vous voulez vraiment vous dépayser un petit peu et sortir complètement de la technique dont vous avez l'habitude d'utiliser, sauf si justement vous avez l'habitude d'utiliser cette technique, auquel cas ma vidéo ne va pas vous aider, au contraire, vous allez certainement être en train de me fustiger, je sais pas si c'est le bon mot, derrière votre écran en disant mais il fait n'importe quoi, ça s'utilise pas comme ça. Mais sinon, si vous êtes de la deuxième catégorie, ça peut être intéressant. De toute façon, c'est toujours intéressant d'aller chercher le contraste, en fait. D'aller chercher ce avec quoi on n'a pas l'habitude de bosser et qui va vraiment nous dérouter, nous faire sortir de notre zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on va sentir le progrès. C'est là que ça se joue. Et ben voilà les copains, on y est presque. Hein. On y est presque. C'est marrant comment il tournicote en fait, c'est rigolo, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, naturellement, il va se torsader en fait. C'est ce qui fait que j'ai une pointe toujours un petit peu effilée, un peu bizarre. Eh ben écoutez, je pense qu'on y est. Hein. Je vais pas plus travailler le fond que ça. Vous voyez, vous avez un rendu quand même assez sympa, hein, un petit peu... Excusez-moi, je m'étire en même temps. Je pourrais mettre une dernière couche plus foncée, mais j'ai peur que ce soit... On le tente? Allez, on le tente quand même. Je vais essayer d'assécher mon pinceau au maximum. Hop. Et de venir chercher vraiment chercher quelque chose d'un peu pâteux, juste pour voir. Je vais pas le faire partout, mais par exemple peut-être juste sur le visage, histoire de noircir.
Après, ce qui peut être très intéressant, mais là, je vais pas le faire parce que je saurais pas où le faire. Quoique, si, je peux vous le montrer vite fait, là. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir quelque chose d'hyper flûte, d'hyper sec et de venir faire un coup vif, quoi, pour avoir vraiment le frein. Voilà, vous voyez, ce genre de choses. Là, je vous le fais là parce que je peux me permettre de le faire. C'est la boîte du téléphone, on s'en fout un peu. Après, ouais, il faut maîtriser le truc, quoi. Ou alors, faut le faire, c'est vrai que là, je le fais avec une couleur foncée. Si vous le faites avec une couleur un peu plus, pas diluée, mais plus claire, un espèce de rose un peu pâle ou ce genre de choses, ça peut être intéressant, du coup. Ouais, vous voyez, là, on obtient tout de suite quelque chose d'hyper fin. Là, c'est tout de suite beaucoup plus maîtrisable. Ah, du coup, j'ai envie d'en refaire un peu partout, là, mais je peux pas. Hein. Et là, ouais, vous voyez, quand vous avez quelque chose de sec comme ça, c'est beaucoup plus... voilà, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et on a vraiment le côté un peu frein super intéressant de... On a une belle ligne, quoi. Une belle ligne un peu cassée, un peu flottante. Bref, hein. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, pour vous montrer un peu le truc. L'idée c'était de vous montrer on retrouve quand même peu ou prou ce qu'on a l'habitude de voir. Tiens, j'ai oublié ça. Ce qu'on a l'habitude de voir en termes avec cette technique-là, quoi. On a quelque chose d'hyper flottant, d'hyper vaporeux. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut aussi l'utiliser d'une autre manière. On n'est pas obligé de suivre le truc à la lettre. Et que ça peut être intéressant, justement, ça peut donner des idées par la suite. Voilà, ça peut être intéressant. Ça me redonne envie de bosser dessus. Enfin, bref, sur ces bonnes paroles. Écoutez, les amis, je pense vous avoir tout dit dessus. Je peux vous avoir dit pas mal de choses, hein, tout dit peut-être pas. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des informations, si jamais j'ai dit des conneries, il faut pas hésiter à me le dire, à me le faire savoir, parce que, hein, voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis au prochain épisode. Sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut.